On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors prenez vos popcorn, votre meilleure boisson, votre meilleur plaid, installez-vous correctement et on y va, bonne vidéo. Alors débutons sur le fait que cette affaire est revenue sur le terrain en avril dernier suite à l'interview exclusive de la fille de la tueuse sur la chaîne ABC. Commençons par la principale concernée. Elle se prénomme Laren, elle est née le 20 janvier 1966 à Altablero au Massachusetts et a passé la majeure partie de sa jeunesse à Brooksville en Floride. Les informations qu'on a pu avoir sur cette fameuse Laren plus jeune sont assez limitées, voire même très vagues. Ce que l'on sait, c'est que Laren était une jeune femme très intelligente et qu'elle avait un QI de 145, ce qui la qualifiait donc de surdouée. Elle a toujours été connue comme une élève brillante lors de sa scolarité au lycée. Cependant, ses plans ont en quelque sorte changé lorsqu'elle est tombée enceinte de son premier enfant, puis de deuxième dans un laps de temps relativement court. Son premier fils, nommé Cole, dont on ne sait absolument pas grand-chose de lui, ni même sur la vie qu'il a pu mener avec sa mère, et sur la vie qu'il mène actuellement. Par contre, sur son deuxième enfant, Hailey, qui elle est née le 29 janvier 1985 et qui a grandi sous la garde de sa mère, on en sait un peu plus. Et par là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, et grâce à l'interview qu'elle a réalisée pour la chaîne ABC ce 1er avril 2022, on apprend qu'elle a dû apprendre à grandir vite et à se débrouiller seule puisque sa mère n'était pas ou très peu impliquée dans sa vie. Après la naissance d'Hailey, la reine a dû commencer une nouvelle vie, faite de vols et d'usurpation d'identité. Elle a commencé par effectuer des petits vols, ici et là, mais ce n'était que des choses dont elle avait réellement besoin. La reine s'est vite rendu compte qu'elle prenait du plaisir à commettre ses vols et a commencé à avoir plus gros. D'ailleurs, vous connaissez tous l'expression « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Prise dans l'excitation que lui procuraient ces vols, elle a dû apprendre très vite comment voler facilement sans se faire attraper et comment faire pour se déplacer de ville en ville afin d'éviter toute répercussion judiciaire. Hailey raconte dans cette interview qu'elle se souvient même avoir pensé que sa mère n'était tout simplement pas capable de faire passer ses besoins avant les siens et qu'elle n'était tout simplement pas en mesure de lui fournir un endroit stable. Forcément, par la force des choses, toute l'enfance d'Hailey a été passée en fuite. Malheureusement, elle a été habituée à ça depuis son plus jeune âge et elle savait constamment que tous les 6 mois, pour éviter de se faire prendre, ils allaient devoir déménager de nouveau. Hailey se souvient avoir eu l'impression que quelque chose de mauvais les poursuivait partout où ils allaient, mais sans réellement savoir ce que cela pouvait être. Elle a essayé de rendre la vie de sa maman plus facile, en se comportant bien, en prenant soin d'elle la plupart du temps, et même jusqu'à aller rééquilibrer leur compte en banque, chose qu'elle avait apprise plus jeune pour essayer de mieux gérer leur argent. À l'âge de ses 8 ans, la reine s'était faite prendre en train de voler et a imposé à sa fille de quitter la Floride et de retourner vivre chez ses grands-parents en lui demandant de ne jamais revenir. La reine a été condamnée pour ce vol, mais a violé ses conditions de liberté en utilisant une carte de crédit volée, ce qui allait la renvoyer en prison, ce qui était dans son esprit inconcevable et non pas une option. Elle a décidé de couper son bracelet électronique et a demandé à sa fille de 8 ans de faire un choix, soit de partir vivre chez ses grands-parents, soit de rester avec elle dans une vie faite de fuite. Vous vous en doutez, mais étant si jeune, elle avait l'impression que sa meilleure option était bien entendu de rester avec sa mère et que même si elle commençait à se rendre compte du défi qu'allait être sa vie, elle l'aimait profondément. Et elle savait très bien que ce n'était ni la première ni la dernière arrestation de sa mère et qu'à chacune nouvelle infraction, ils allaient devoir changer de ville et changer d'identité. D'ailleurs, on apprend que la reine a pu voler 38 noms dans sa vie et que tous ces noms étaient empruntés à des femmes qu'elle avait pu rencontrer en prison. Mais pour faciliter la compréhension de cette histoire, je n'utiliserai que son véritable prénom, la reine. Une autre petite anecdote qui va avoir tout son sens dans la suite de l'histoire, c'est que la reine avait une énorme passion pour les chevaux. Elle avait été impliquée dans le milieu équestre de toutes les manières possibles depuis le jour où elle a appris à marcher. Le jour du fameux choix que la reine a imposé à sa fille, elles ont quitté la Floride pour le Texas, l'endroit idéal pour toutes les deux. Autant pour Hailey parce qu'il y avait de nombreuses régions pour monter à cheval, mais aussi pour la reine parce que comme elle le savait, il leur fallait un endroit très fréquenté par les touristes afin de se fondre dans la masse. Mais ce séjour au Texas a été de nouveau de courte durée. N'a pas fallu longtemps à la reine pour se faire prendre en train de voler à l'étalage et c'est en 1993 qu'elle a été arrêtée mais libérée sous caution. Après cette fois-ci, elle a décidé de choisir Vegas comme nouveau domicile et pour le coup, tout s'est très bien passé pour eux. Hailey raconte même que c'était le seul endroit où ils commençaient à se sentir chez eux. À cette époque, la reine rencontre un homme du nom de Ken. Hailey raconte que sa mère avait pu rencontrer beaucoup d'hommes au fil des années, mais que tous ces hommes n'apportaient rien de bon. Mais par contre, ce Ken était différent. Il commence même à penser qu'ils ont peut-être une chance de mener une vie normale avec lui. Il a
a toujours été très gentil avec eux, il devenait presque une figure paternelle pour Hailey. La reine et Ken décident donc de se marier au drive d'une chapelle, avec Hailey sur la banquette arrière de leur véhicule. Elle raconte ce souvenir avec un sentiment de joie, et l'impression que les choses étaient devenues stables pour une fois dans sa vie. Ken ne voyait que le meilleur de la reine, parce que quand les gens parlent d'elle, ils disent toujours à quel point elle est charismatique, qu'elle avait un beau sourire, qu'elle était joviale, et clairement, il était difficile de ne pas l'aimer. Passons donc en 1995, lorsque la reine rencontre le prochain homme à qui elle va jeter son sort de charmeuse. Alors qu'elle est toujours mariée à Ken, elle tombe sur une offre d'emploi pour un poste de chef du bureau dans un cabinet d'avocats appelé Larry McNaby. Larry était un avocat californien qui est né le 19 décembre 1948. Et tout comme la reine, il était très intelligent. D'ailleurs, l'un de ses amis les plus proches de la faculté de droit a déclaré que Larry était 99% meilleur que tous les autres avocats au tribunal. Ses amis racontent de lui que c'était quelqu'un de très drôle, qu'il réussissait toujours à remettre un sourire sur les visages qu'il fréquentait. Mais il était également connu pour être très généreux avec les gens qu'il aimait. Cet homme a également dû faire face à ses propres démons, ce qui ne lui a pas rendu la vie facile. Mais les choses avec lesquelles il a vraiment lutté, ça a été la drogue, puis l'alcool. Au point que lors de crise, il était capable de complètement disparaître pendant plusieurs semaines. À cette époque, Larry mesurait 1m80 et pesait 90 kg, et avait une carrure très athlétique. Les personnes qui l'entouraient racontaient de lui être un homme à femme, puisqu'il s'était déjà marié plusieurs fois. Mais ses problèmes de drogue et d'alcool lui ont toujours causé des divorces. Il a rencontré sa première femme dès la sortie du lycée, en 1967. Puis il a obtenu son premier divorce 3 ans plus tard, et la deuxième épouse de Larry était une femme nommée Cheryl. Il était devenu temporairement sobre avant de la rencontrer, et les premières années de leur mariage ont été très heureuses. Ses enfants disent aujourd'hui de lui que c'était un bon père, mais que son alcool a fait de lui un mauvais mari. En 1991, son entreprise était plus que prospère. Elle était même à son apogée. Il gagnait plus de 300 000 $ par mois. Cheryl, sa femme de l'époque, dit qu'être dans ce monde n'était pas bon pour lui. Et elle avait entièrement raison, puisqu'il a recommencé à boire. En 1995, il a décidé d'ouvrir un deuxième bureau pour son cabinet d'avocat à Vegas. Mais revenons maintenant à la reine. C'est à ce moment-là qu'elle va rentrer et qu'elle va bouleverser sa vie. Quand elle a postulé pour ce travail, elle postulait en tant que Elisa, encore un nom qu'elle avait emprunté à une femme qu'elle avait rencontrée en prison en Floride. Et pour que ça devienne, encore une fois, pas trop déroutant pour vous, je vais continuer à l'appeler la reine. Lors de son entretien au poste de réceptionniste, le poste qu'elle convoitait, le feeling est très bien passé, puisqu'elle a été embauchée immédiatement. Elle avait 30 ans et Larry en avait 47. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur relation professionnelle devienne personnelle, soit 2 semaines après son entrée dans le cabinet. Hailey se souvient même de la première fois où sa mère lui a dit que son patron voulait l'inviter à dîner, et elle-même pensait que c'était très bizarre, puisque sa mère était mariée. Larry, lui aussi, était marié. Et bien sûr, tout comme toutes les histoires classiques, Larry et la reine mettent fin à leur mariage de leur côté pour vivre une relation ensemble. Leur situation a très vite évolué. Ils se sont mariés très peu de temps après, et elle a été promue au poste de responsable des finances et des comptes en fiducie des clients. Vous commencez à vous en douter, mais pour une voleuse comme la reine, elle avait vraiment trouvé le boulot en or. La reine allait donc pouvoir vivre sa meilleure vie. Passionnés par l'équitation, ils ont commencé par acheter des chevaux ensemble. Ils ont beaucoup voyagé en jet privé, profité de dîners exorbitants, mais la reine était douée pour se servir des problèmes d'alcool de Larry, parce que moins il était cohérent, plus elle pouvait en tirer parti. Peu de temps après, le cabinet de Larry a commencé à recevoir des appels de ses clients qui ont remarqué des écarts importants dans leur compte. Alors Larry décide d'engager un contrôleur de gestion bancaire pour vérifier leur livre de compte. Et c'est alors qu'il découvre qu'il manque juste, mais vraiment juste, un total de 74 543 $ dans les comptes des clients. Évidemment, la question ne se pose même pas. C'est bien la reine qui vole cet argent. Et malheureusement pour Larry, le bureau de l'État du Nevada est impliqué dans cette affaire. Et par conséquent, lui retire sa licence de droit au Nevada et a donc dû fermer ses bureaux de Las Vegas et de Reno. Vous imaginez que suite à ce vol au sein du cabinet de son nouvel amant, celui-ci allait tout faire pour mettre fin à leur relation et à leur partenariat de travail? Absolument pas. Aucune de ces deux choses ne s'est produite. Elle n'a ni même été licenciée, ni même été dénoncée à la police. Et encore pire, il a décidé d'épouser la reine le 6 janvier 1996, sans même prévenir sa fille, qu'il a su le lendemain de l'union. Et il raconte qu'elle s'attendait à ce genre de comportement de sa mère. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est la façon dont elle était traitée par Larry, contrairement à la vie qu'elle avait pu avoir avec Ken, son ex-beau-père. Elle se souvient que Larry était devenu physiquement violent envers sa mère et que ses abus étaient devenus de plus en plus graves avec le temps, et craignait pour elle, mais aussi pour la vie de sa mère. Jusqu'à ce jour, la famille de Larry nie les abus et affirme que leur père n'a jamais levé la main ni sur eux, ni sur un autre membre de leur famille. Et pour confirmer ces dires, elle donne même un exemple où elle et sa mère ont décidé de s'enfuir et qu'il a fini par les retrouver en leur demandant de rentrer et que s'ils ne revenaient pas, il les tuerait toutes les deux, puis se tuerait. En 1997, la reine a retrouvé Larry en train d'étouffer Hailey avec ses vêtements. Et pour la protéger, la reine a décidé de renvoyer Hailey en Floride chez ses grands-parents. Mais pour autant, la reine décide de rester vivre avec Larry. Les gens utilisent le mot toxique
pour décrire leur relation. Vous savez, c'est une relation où ils ne peuvent pas vivre l'un avec l'autre, mais ne peuvent pas vivre non plus l'un sans l'autre. Et en 1998, à la perte de son droit d'exercer au Nevada, ils décident tous les deux par déménager à Sacramento en Californie, là où Larry avait toujours une licence pour pratiquer le droit et a donc pu ouvrir un nouveau cabinet. Et même s'il venait d'ouvrir ce nouveau cabinet d'avocat, Larry était en fait très à l'écart du travail qui devait être fait. Et à la place, la reine dirigeait à peu près toutes les opérations quotidiennes. Mais elle ne pouvait pas gérer ce cabinet seule. Et donc, au début des années 2000, la reine décide de publier une annonce dans le journal pour un poste de secrétaire juridique. Et c'est alors que Sarah Dutra entre en scène dans ce récit. Pour résumer, Sarah était une étudiante en art à Sacramento. Elle et la reine se sont très vite entendues. D'ailleurs, dire qu'elles sont devenues proches serait un euphémisme. Mais les deux sont devenues les meilleures amies, et je dirais même un peu obsédées l'une par l'autre, au point qu'elles sortaient tout le temps ensemble. Elles faisaient constamment des projets, elles portaient les mêmes tenues, elles faisaient du shopping ensemble, et elles allaient même à des soirées pyjama où elles allaient dormir jusque dans le même lit. Et bien entendu, c'était l'argent de Larry qui finançait tout ça. Mais Sarah allait même jusqu'à rejoindre Larry et la reine lors de concours hippiques, puisque lui était un véritable passionné. Les jeunes femmes pouvaient donc alors vaquer à leurs occupations et dépenser son argent sans qu'il puisse remarquer quoi que ce soit. Mais finalement, ça a commencé à déranger Larry. Sarah étant trop occupée avec sa nouvelle amie, et au lieu de la licencier et par peur de blesser la reine, il finit par trouver une nouvelle secrétaire pour les rejoindre. Ginger est arrivée dans la société le 9 septembre 2001, sans même connaître Larry, de près ou de loin. Mais le but de sa venue était de gérer les rendez-vous des clients et d'encaisser les chèques. Larry et la reine étaient à Los Angeles, au Pacific Quarter Horse, lorsque Sarah est arrivée comme à son habitude sans prévenir. Alors oui, ce n'était pas une surprise pour la reine, mais Larry était furieux. Ce même soir, ils sont sortis dîner tous les trois, et Larry a fini par crier sur Sarah en lui demandant de quitter le restaurant et de retourner travailler. Il a également demandé à la reine de virer Sarah dès qu'elle le pourrait. Et pour la reine, ce que Larry lui demandait était impossible. Et c'est alors qu'un plan rapide est venu se mettre en tête de la reine après cette fameuse décision de Larry. Les deux jeunes femmes sont allées à la remorque à chevaux où ils ont attrapé un sac de médicaments contenant un tranquillisant, qui a pour but de faire voyager les chevaux sans stress. Mais la reine savait que ce tranquillisant n'était pas mortel pour les chevaux, mais que si elle pouvait introduire un peu de sang tranquillisant dans le système de son mari, cela mettrait fin à ses jours. Alors toutes les deux finissent par vider une bouteille de gouttes pour les yeux qu'elles remplissent à nouveau de ce tranquillisant. Et le 9 septembre 2001, quand Larry s'endort, la reine dépose quelques gouttes dans sa bouche, mais pas suffisamment pour le tuer. Le lendemain, le réveil a été difficile pour lui. Les personnes qui côtoyaient Larry lors du concours ont remarqué que quelque chose était différent chez lui. À ce moment-là, il faisait beaucoup d'erreurs sur son cheval, ça n'avait aucun sens. Tous ont pensé qu'il était peut-être encore un peu bourré de la veille. Encore malade le soir, il décide, au lieu de sortir dîner comme son habitude, de rejoindre sa chambre d'hôtel pour s'effondrer sur son lit. C'est alors que la reine et Sarah ont décidé de lui donner ce qu'elle pensait être une nouvelle dose mortelle de tranquillisant. Et nous arrivons donc sur le fameux 11 septembre 2001. Et nous savons tous ce qui s'est passé ce jour-là. Le monde a été captivé par l'attaque terroriste produite sur les tours jumelles. Larry inconscient au petit matin sur son lit, elles finissent par louer un fauteuil roulant et poussent Larry directement hors de l'hôtel. Quelques témoins se souviennent avoir vu le fauteuil roulant, mais on dit qu'ils avaient été distraits par le 11 septembre et que puisqu'ils avaient vu Larry la veille malade, ils pensaient qu'il était peut-être juste un peu affaibli. Elles l'ont alors mis sur le siège arrière de leur véhicule et sont allés en direction du parc national de Yosemite. En arrivant sur place, les deux femmes ont creusé un trou. Et au moment de vouloir l'enterrer, elles se sont rendues compte qu'il était toujours en vie et se sont senties trop coupables pour l'enterrer vivant et ont donc abandonné leur plan. Larry commençait à se réveiller lentement et elles ont donc décidé de redonner à Larry une dose de tranquillisant. Et c'est ce 11 septembre que Larry est décédé à l'âge de 53 ans. Le jour de sa mort, elles sont retournées dans leur maison de Sacramento où elles ont mis son corps dans un réfrigérateur à vin. Et ce qui va rendre l'histoire encore un peu plus folle, c'est que la reine et Sarah sont retournées travailler comme si de rien n'était. Et elles prétendent même auprès de tous que Larry est toujours en vie. Mais rappelez-vous, ils ont une nouvelle secrétaire, Ginger, qui travaille là-bas. Elle commence à devenir de plus insistante pour le rencontrer. Alors la reine commence par lui dire qu'il a un tournoi de golf à l'étranger, qu'il a pris des vacances, qu'il avait des choses à réaliser avec ses chevaux. Et je vous en passe franchement des vertes et des pas mûres, parce que la liste des mensonges a été très longue. Les clients du cabinet ont commencé à remarquer que Larry n'avait pas été vu depuis un petit moment sur place. Au retour de la reine et Sarah au cabinet, le lendemain de la mort de Larry, Ginger a remarqué qu'un transfert d'argent du compte professionnel vers le compte personnel de la reine avait été réalisé. Et c'est seulement au bout de quelques semaines que la méfiance a commencé. Mi-novembre, Ginger est interpellée par une réaction très surprenante de la reine lorsqu'elle a reçu une lettre indiquant que la licence de Larry pour exercer le droit en Californie n'avait pas été renouvelée. De toute évidence, Ginger ne savait pas ce qui se passait, mais la façon dont la reine a réagi voulait tout dire pour elle. Parce que si la licence venait d'expirer, ça voulait donc annoncer que le cabinet allait fermer.
et donc plus aucune rentrée d'argent pour la reine et Sarah. Et c'est finalement le 30 novembre que Ginger en a eu assez. Elle savait qu'il se passait quelque chose de bizarre. Alors elle a décidé de se rendre au poste de police en indiquant aux officiers qu'elle pensait que Larry pouvait être mort et qu'elle avait l'impression que la reine et Sarah Doutra avaient quelque chose à voir dans sa disparition. Elle leur raconte tout ce que je viens de vous dire, qu'elle n'a jamais rencontré son patron, qu'elle n'a jamais rencontré son patron Larry, qu'elle devait transférer des grosses sommes du compte professionnel vers le compte personnel de la reine, ou qu'elle imitait la signature de Larry, sous les ordres de la reine pour encaisser des chèques. Mais la police ayant besoin de plus de preuves pour croire la version de Ginger, il lui demande de continuer de recueillir le maximum d'informations. Elle a donc commencé à récupérer tous les noms et numéros de téléphone des amis et clients proches de Larry, qu'elle a communiqué à la police, mais tous, mais vraiment tous, n'avait pas eu de nouvelles depuis plus de 2 mois. Ginger a passé tout son mois de décembre et de janvier à espionner la reine et Sarah. Durant cette période, la reine a vendu tous les actifs de Larry, soit plus de 500 000 $. Mais le matin du 11 janvier, Ginger reçoit un coup de téléphone de la reine en lui demandant de l'aide pour déplacer toutes ses affaires qui étaient dans la caravane de Larry en lui annonçant qu'elle déménage en Arizona. Ginger accepte mais appelle la police pour les prévenir que la reine déménage en Arizona. Elle se présente donc à la caravane de Larry comme si de rien n'était. Elle commence par l'aider tout en essayant de la retenir au maximum dans l'attente de l'arrivée des officiers de police. Malheureusement, lorsque la police est arrivée sur place, la reine avait déjà quitté les lieux, dans sa nouvelle Jaguar XK8 rouge et dans la précipitation. Puisque la police a pu retrouver dans leur remorque à chevaux un classeur de 64 pages rempli de tout son passé de criminel, avec les différentes identités empruntées par la reine. Mais avec la reine en fuite, la police doit se tourner vers sa partenaire commerciale, Sarah. À ce stade, les recherches de la reine battaient son plein, avec des informations partagées à travers tout le pays, accompagnées d'une seconde recherche pour retrouver le corps de Larry. Sarah a donc été interrogée par la police de San Joaquin et a maintenu son innocence dans la disparition de Larry. Elle a même juré à la police qu'elle ne savait pas où était la reine. Et sans preuve que Larry était réellement mort, et aucun moyen de prouver que Sarah était dans le coup, ou qu'elle connaissait le plan de la reine, ne pouvant en aucun cas procéder à son arrestation. Mais le 5 février 2022, un ouvrier agricole a repéré un troupeau de vautours grouillant sur un vignoble voisin. Et lorsqu'il s'est approché, il a repéré ce qui semblait être une jambe humaine. Il a donc contacté la police qui est arrivée et qui a rapidement confirmé que le corps de Larry avait été enterré dans un trou très peu profond. Et qu'à première vue, physiquement, la police ne constate rien qui aurait pu causer sa mort. Mais le fait que le corps soit en très bon état faisait penser qu'il avait dû être enterré depuis moins de 2 mois. Sarah est donc ramenée une nouvelle fois pour être interrogée. Et la police décide de lui dire qu'ils ont trouvé le corps de Larry. Mais son décès ne la surprend pas. Bien sûr, ils lui ont également demandé qui, selon elle, aurait pu tuer Larry. Au début, elle essaye d'agir comme si elle n'avait aucune idée de qui aurait pu faire ça. Mais après avoir été interrogée plusieurs fois, elle se rend compte qu'il était dans son intérêt de parler. Alors elle dit que c'est peut-être la reine. Elle commence même à dire que finalement elle ne connaissait peut-être pas la reine et qu'elle avait peut-être été elle aussi dupée. Mais elle clame son innocence et donc, une fois de plus et sans aucune preuve qu'elle était impliquée, elle ressort libre. Le 5 mars 2002, un mandat fédéral a été émis pour l'arrestation de la reine. Le seul problème, c'est qu'il savait seulement qu'elle était en Arizona et que peut-être elle avait pu rejoindre sa fille parce qu'elle en avait parlé à Sarah. Elle était bien retournée voir sa fille. Et dès que les deux se sont réunis, Hailey raconte que sa mère était vraiment bizarre. Et ce n'est que 2 jours après leur retrouvailles qu'elle décide de tout lui avouer et lui dit « Je dois te dire quelque chose, mais ne panique surtout pas. » Et c'est à ce moment qu'elle dit à Hailey qu'elle a tué Larry avec Sarah. Hailey raconte que lors de cette annonce, elle était juste en état de choc. Elle raconte que tout était devenu avec comme un bruit bruyant et qu'elle s'était sentie tout engourdie. À ce moment, elle a su que c'était soit elle dénonçait sa mère, soit une nouvelle fois il fallait la couvrir. Ça fait donc environ 1 mois que le corps de Larry a été retrouvé. Toutes les deux s'étaient installées en Floride. Hailey n'avait plus du tout envie de courir. Lorsqu'elle est arrivée en Floride, elle a décidé qu'elle resterait là-bas, peu importe ce que sa mère déciderait de faire. Elle dit qu'il n'y avait qu'une chose qui la rendait nerveuse. C'était la façon dont sa mère parlait. Elle pensait que sa mère aurait pu se faire du mal ou même se suicider, et qu'elle paraissait vide. Et donc pour la protéger d'elle-même, elle a décidé d'appeler la police et de la dénoncer. Pendant que cela se passait, la reine avait demandé à un homme de lui échanger sa voiture. Ayant trouvé cela suspect, cet homme l'a signalé à la police et la police s'est rendu compte que la voiture laissée par cette jeune femme était une Jaguar XK8 rouge, la même que celle conduite par la fugitive recherchée dans tout le pays. Mais le 18 mars 2002, la reine fatiguée décide littéralement de s'approcher de policiers en patrouille sur une plage. « Je suis celle que vous recherchez.
Elle a donc été placée en garde à vue et a fait des aveux écrits de 3 pages, se désignant non seulement comme l'assassin de Larry, mais elle a également dévoilé l'implication de Sarah dans le meurtre. Dans cette lettre, elle leur raconte comment ils se sont rendus au camion pour prendre le sac de médicaments contenant le tranquillisant, puis expliquer comment ils l'ont amené au camion et l'ont conduit pour l'enterrer alors qu'il était toujours en vie. Jusqu'à même parler à la police du réfrigérateur à vin et de la façon dont ils ont tout enlevé pour que son corps rentre dedans. Le 19 mars, Sarah a également été arrêtée pour des accusations de meurtre avec des circonstances particulières. La reine a passé environ 1 semaine en prison en attendant son extradition vers la Californie depuis la Floride, mais elle n'y est jamais arrivée. Elle s'est suicidée le 31 mars 2002 par pendaison dans sa cellule en laissant une nouvelle lettre de suicide qui indique qu'elle se sentait impuissante et responsable de l'examen minutieux que sa famille avait été forcée d'endurer. Elle a même demandé à ce que son avocat poursuive le service de police pour lui avoir permis de se suicider, et elle a même ajouté que sa fille devrait recevoir l'argent gagné à ce procès, et a même expliqué que la meilleure chance pour sa fille était de ne pas l'avoir dans sa vie. La police a quand même pu emprisonner Sarah pour le meurtre de Larry, et bien qu'elle ait plaidé non coupable, elle a été reconnue coupable d'homicide volontaire et a été condamnée à 11 ans de prison et libérée le 26 août 2011 après avoir purgé 85% de sa peine. Elle a été mise en probation dans sa famille pendant 3 ans dans le comté de Solana en Californie pour terminer celle-ci. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau récit. J'aimerais bien connaître votre avis sur cette affaire, alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et j'aimerais en profiter également pour vous remercier de l'accueil de mon premier podcast diffusé la semaine dernière et qui a atteint en 5 jours la barre des 6000 écoutes, toutes plateformes de streaming confondues. Un grand merci. Et donc on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle affaire criminelle. Ciao.